Bonjour Agnès Pannier-Runacher, ministre des... Bienvenue sur LCI. Bonjour Elisabeth Partichou. On va parler relocalisation dans un instant, jeu de souveraineté, antidécliniste, on va en parler. Vous nous direz ce que vous faites si vous pensez gagner une bataille. La France a commandé 50 000 doses de la pilule anti-Covid à l'américain Merck. C'est un médicament qui bloque le développement du virus, sans entrer dans le détail. Pourquoi 50 000 ? Parce que ça correspond à une évaluation des besoins. Cette pilule, elle est donnée au moment où quelqu'un est déclaré positif. Et c'est une prescription, donc le médecin estime que la forme qui pourrait être développée pour la personne peut être grave. Et du coup, l'idée, c'est d'empêcher des formes graves de se développer, puisque d'après les premiers tests et essais cliniques, ils divisent par 2 le risque de développer une forme grave. Alors, ça n'a rien à voir avec le vaccin. Les vaccins, on passait par des commandes communes via Bruxelles. Là, c'est directement la France qui commande à l'américain. Comme on l'a fait avec les anticorps monoclonaux Ouais. au début du mois de mars. C'est-à-dire que au-delà des vaccins, nous avons également, au niveau de la France, au niveau national, fait en sorte d'avoir une prophylaxie et d'avoir des réponses sous forme de médicaments au virus de la Covid pour limiter les formes graves une fois le virus déclaré. Avant même que ce soit autorisé par... Dans le cadre d'autorisation temporaire d'utilisation, puisque là, on est vraiment sur une approche très classique. Lorsque vous êtes confronté à un risque grave, vous pouvez anticiper l'utilisation d'un médicament s'il est prouvé, d'après les premiers tests, qu'il est positif. Est-ce que c'est produit en France ? Madame la ministre, est-ce que Merck a des laboratoires qui vont produire cette pilule en France ? Alors, Merck a des laboratoires en France, mais pas nécessairement pour produire cette pilule. Vous savez qu'une chaîne de production de médicaments est complexe, donc des composants peuvent venir de France. Je rappelle que Merck est en train d'investir à Molsheim, dans l'Est, dans le Grand Est, pour augmenter ses capacités de production. Mais au cas d'espèce, je ne connais pas précisément la chaîne de production et je sais que le médicament final n'est pas produit en France. Il n'est pas produit en France. On n'aura pas de vaccin ARN messager en France. Sanofi a abandonné pour se concentrer sur une autre technologie. Mais on aura des vaccins d'ici la fin de l'année. Oui, vous allez nous dire d'ailleurs. Mais c'est quand même le symbole, sans doute, dans l'esprit des Français, le plus douloureux de notre déclassement industriel. Je crois que ça montre le recul, effectivement, connu par la France, notamment en matière de santé. Je rappelle que la France, il y a peut-être une quinzaine d'années, était le premier producteur de produits de santé européen. Et parce que les politiques qui se sont succédées sont restées dans une forme de fatalité. On considérait que l'industrie était de second ordre, qu'on était dans une société post-industrielle, qu'on n'avait pas besoin de sites de production. On a désinvesti sur la santé. Ouais. Et on le paye très cher aujourd'hui. Et c'est pour ça que le président Macron, depuis 4 ans maintenant, a remis beaucoup d'argent dans la santé, dans la production, dans l'industrie. On va le voir. Vous dites vaccin, Sanofi, donc pas un ARN messager. Ça, il a fait une croix dessus, trop compliqué. On n'aura pas cette technologie pas tout à fait. Pour le vaccin. Par ailleurs, il fait de l'ARN messager pour d'autres médicaments. Exactement. Mais pour le vaccin anti-Covid, on aura donc un vaccin Sanofi avant la fin de l'année. Valneva et Sanofi sont en train de terminer leur essai clinique de phase 3 et a priori continuent à annoncer un vaccin disponible pour le monde entier d'ici la fin de l'année et potentiellement, ce qui est intéressant, des rappels, puisque les Français étant très fortement vaccinés, ce qui pourra intéresser les Français plus particulièrement, c'est la capacité à accéder à des rappels. C'est des campagnes de rappel sans doute annuelles, mais ça, c'est pas encore établi. Ça, c'est un point à voir. Voilà, si le vaccin est plus efficace, si le rappel est plus efficace. Il y a combien de commandes européennes de ce vaccin Sanofi-Valneva ? Sanofi avait conclu un contrat avec la Commission européenne qui portait sur 300 millions de doses et Valneva est en passe de conclure un contrat avec la Commission européenne sur 60 millions de doses. On va reparler de relocalisation. Vous avez annoncé 58 nouveaux projets. Il y a une question à propos justement de la pandémie qui m'intéresse. On n'avait pas de masques. Donc, on en a vu arriver de Chine et puis on s'est mis à produire beaucoup de masques. Mais ces masques, ils s'écoulent pas ou peu. Pourquoi ? Parce que les Chinois continuent de produire des masques moins chers que les nôtres. Autrement dit, on n'a pas réussi à être compétitif. Est-ce que c'est pas ça aussi un écueil de la relocalisation ? Tout n'est pas relocalisable. Alors, il y a 2 choses. Les projets que nous accompagnons en termes de relocalisation sont des projets qui sont portés par des entreprises qui investissent pour le long terme, qui prennent des risques. Vous imaginez bien qu'elles ne s'amusent pas à relocaliser des productions qu'elles ne seront pas capables de vendre. Donc, ces entreprises, aujourd'hui,
sont sur des projets qui sont rentables. On peut produire de manière rentable en France. Il faut savoir qu'on a 33 000 entreprises industrielles en France. Ces entreprises ne sont pas aidées par l'État et pourtant, elles ont un marché, elles produisent. Certaines sont leaders mondiaux. Et ce que nous voulons démontrer... Tout n'est pas relocalisable. Tout n'est pas relocalisable. J'entendais le patron de SEB l'autre jour, on connaît bien tous l'entreprise SEB, disait une cafetière à 20-30 euros, on ne peut pas la produire en France. En revanche, ils produisent des produits à haute valeur ajoutée. Voilà. Vous savez que SEB est leader mondial et a 6 000 salariés en France qui produisent. Moi, j'ai visité leur usine dans la Manche, donc ils produisent. Mais ils ne produisent pas des produits d'entrée de gamme. Et de manière générale, que ce soit sur la santé, l'agroalimentaire, le nucléaire, l'électronique, les relocalisations que nous accompagnons sont des relocalisations à haute valeur ajoutée et qui ont un avantage, c'est qu'elles vont protéger notre autonomie. Elles vont nous permettre de ne pas dépendre du reste du monde. Mais qu'est-ce que vous dites aux producteurs de masques dont je vous parlais tout à l'heure ? Alors, s'agissant des masques, moi, je dis 2 choses. La première chose, c'est que l'État a pris ses responsabilités parce que nous avons commandé 1 milliard de masques au niveau de l'État. L'année dernière, auprès de 8 producteurs français, de façon à les sécuriser sur leurs commandes. Et moi, j'invite les départements, les régions, les établissements publics hospitaliers à faire de même, ce qu'ils ne font pas aujourd'hui. Et je le regrette vivement. Pourquoi c'est important ? Parce qu'effectivement, là, on va payer un peu plus cher. Les collectivités ne font pas leur boulot. 97%, semble-t-il, des masques sont toujours commandés en Chine. Pourquoi c'est important ? Ils vont payer un peu plus cher. C'est parfaitement exact. Mais en revanche, là, on est sur une marchandise qui est particulière. C'est un produit critique. C'est un produit dont on ne peut pas se passer en cas de crise. Et donc, il faut maintenir un minimum de production en France pour être capable de faire face les jours où il y aura un problème. Ça s'appelle investir sur le futur. C'est prendre une assurance. Lorsque vous payez une assurance, ça vous coûte plus cher. Mais lorsque vous avez un accident, vous êtes protégé. Il faut que les entreprises soient soutenues au moment où, évidemment, ils vendent moins. Il faut être capable de ne pas privilégier uniquement le prix coûtant immédiatement. Il faut aussi voir l'avenir, c'est-à-dire les risques de rupture d'approvisionnement. Et puis une chose quand même essentielle, c'est l'empreinte environnementale. Faire venir des masques de l'autre bout du monde, on en avait parlé. Ça coûte très cher en CO2. Et il ne faut pas refaire les mêmes erreurs, on verra. Emmanuel Macron attendait le rapport de RTE, le gestionnaire de l'énergie en France, pour... lancer de nouveaux chantiers. Ce rapport plaide en effet pour des investissements massifs et sur le renouvelable et sur le nucléaire. Donc il va lancer logiquement des nouvelles centrales. Donc, effectivement, nous allons devoir prendre des décisions rapidement. Le président de la République tranchera entre les 6 scénarios proposés par RTE, qui sont des scénarios mix énergie renouvelable et nucléaire, avec différentes hypothèses aussi. Moi, je préfère l'hypothèse où on prend une hypothèse de réindustrialisation de la France, où il va falloir électrifier massivement notre pays pour faire marcher les voitures électriques, pour décarboner les processus de production industrielle. Et de toute façon, il faut investir, et de toute façon, il faut investir dans le nucléaire et dans les énergies renouvelables. C'est une condition également essentielle de la compétitivité industrielle de notre pays. Pourquoi ? Parce que ça fait de l'énergie pas chère et bas carbone et disponible quand nous, on en a besoin. Regardons aujourd'hui les conséquences d'une augmentation du prix du gaz naturel et de difficultés d'approvisionnement sur nos entreprises. Et disons aussi que la base nucléaire que nous avons aujourd'hui nous protège beaucoup plus que les autres Européens face à ces pénuries d'approvisionnement. Par parenthèse, ce qui est absurde, c'est qu'effectivement, on produit une électricité peu chère grâce au nucléaire, mais qu'on le paye plus cher à cause des règles européennes qui nous obligent à passer par le gaz. On ne va pas revenir sur le calcul. Mais ce calcul nous handicape aujourd'hui. Alors, il nous handicape parce que notre prix moyen de l'électricité... C'est assez logique. Notre prix moyen de l'électricité est effectivement plus faible. Ceci dit, quand nous, on a besoin d'appeler de l'électricité parce qu'on ne produit pas suffisamment pour couvrir l'ensemble des besoins français, on est bien content d'appeler l'électricité qui est produite par la dernière centrale au gaz naturel. C'est là où il faut être cohérent. Mais alors, il ne faut pas changer les règles. Il faut développer notre capacité à produire de l'énergie propre et de l'énergie compétitive. Je vous pose une autre question. Est-ce qu'il faut changer les règles ? Est-ce qu'il faut changer les règles de calcul du marché de l'électricité Nous, ce que nous souhaitons, très simplement, c'est de pouvoir avoir un prix de l'électricité qui soit plus proche de notre mix énergétique. Les Français ont investi pendant des années, c'est la collectivité locale, donc c'est notre argent de Français qui permet d'avoir une électricité moins chère. C'est assez légitime qu'on ait le retour de cet investissement dans la poche des Français. Bruno Le Maire était bien hier en déplacement à Luxembourg, sauf erreur, pour
convaincre ses partenaires, et les Allemands, par exemple, et sont Barbara contre. Pompili également, dans sa filière climat. Il va lancer des nouvelles centrales, alors, avant l'élection, Emmanuel Macron. Eh bien, je pense qu'il l'annoncera lui-même s'il doit le faire. Sur le principe, c'est acquis. Je ne vous demande pas quand, c'est lui qui tranchera. Mais sur le principe, c'est acquis. En tout cas, on sait désormais, de manière étayée, sur la base d'un rapport de 650 pages, avec 4000 contributions d'experts, que raconter qu'on peut se passer de nucléaire ou qu'on peut fermer les centrales, c'est de l'idéologie pure, c'est mentir aux Français et c'est les mettre en danger de ne pas avoir d'électricité au milieu de l'hiver. Rapport précisément manipulé, dit Yannick Jadot. Il était hier matin sur LCI. Alors c'est assez stupéfiant de voir un responsable politique qui aspire aux plus hautes fonctions contester un rapport qui est indépendant, qui est porté par des experts indépendants, 4000 contributions, des groupes de travail qui associaient d'ailleurs Greenpeace, qui n'ont jamais contesté la qualité des travaux. Et parce que le rendu du rapport dit le contraire de la démagogie de M. Jadot, il serait manipulé. Malheureusement, les faits sont têtus. Nous ne sommes pas dans une situation où on peut faire de la politique sur l'électricité. Il faut prendre ses responsabilités. Les énergies renouvelables, on en a besoin, n'en déplaise à Mme Le Pen. Il y a un scénario qui dit 100% renouvelable, c'est possible. Alors, avec un supplément de coût, qui paye le coût? Quel impact sur le pouvoir d'achat? Quel impact? Qui paye le coût? C'est les entreprises et les particuliers qui paieront le coût. Dans tous les scénarios, le nucléaire permet d'aller plus loin à moindre coût. Et ça, je pense que c'est un choix démocratique. La base de, et ça sera il conteste la base de calcul qui est tranché. Qui effectivement aboutit à un coût plus cher du tout renouvelable. Il disait hier matin, il est fasciné par les lobbies, Emmanuel Macron. Et notamment le lobby nucléaire. Moi, je suis un peu déconcertée par cette prise de position. C'est-à-dire, c'est l'argument d'autorité lorsque les faits scientifiques contestent votre position. Il est complotiste ? Non, c'est de la politique politicienne. Il a construit une de ses propositions sur une contestation du nucléaire parce que ça flatte sa base électorale et il n'assume pas la responsabilité d'un homme politique de devoir, à certains moments, prendre le contre-pied de ce que sa base électorale pense pour le bien-être de cette base électorale et des Français en général. Le président de la République, il est courageux sur le nucléaire. Il est courageux parce qu'il prend ses responsabilités par rapport à un objectif de long terme. Oui. Protéger les Français, leur fournir de l'énergie à bas coût. Et aujourd'hui, il est courageux. On le voit. Il a évolué sur le nucléaire depuis le début de son élection. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'évolution du prix du marché de l'énergie plaide davantage pour le nucléaire. Comment convaincre, ça c'est une question parce qu'on n'est plus dans les années 70. Si Emmanuel Macron lance des nouveaux chantiers, comment on convainc les Français d'accepter la construction d'une centrale à côté de chez eux? Alors, il y a des réserves foncières sur... Il y a une question, il y a un enjeu d'acceptabilité aujourd'hui. Je crois qu'il faut aussi un petit peu dissiper ce fantasme-là. Vous avez des réserves foncières sur les centrales nucléaires. Donc, il ne s'agit pas nécessairement des extensions d'aller faire émerger une centrale nucléaire sur un site où il n'y a jamais eu de nucléaire. Je le dis parce que c'est de nature à rassurer les Français. C'est aussi quelque chose qui avait été anticipé par nos prédécesseurs, je dirais les grands concepteurs des plans nucléaires d'il y a 40 ans. Et donc, il n'y a pas d'extension manifeste de foncier. Il n'y aura pas des nouvelles centrales implantées là où il n'y en avait pas. C'est ça que vous nous dites? Pas nécessairement. Elles seront adossées à des bâtiments et à des il y aurait une logique qui existent déjà. Il y aurait une logique à les adosser à des bâtiments qui existent déjà. Il y a des réserves foncières. Ça va dépendre des scénarios qui sont retenus. Mais vous voyez que, en fait, en termes de foncier, il est beaucoup plus facile de construire des centrales nucléaires sur des sites déjà existants que de construire du photovoltaïque et des éoliennes, parce que là, vous avez besoin de beaucoup d'espace, de beaucoup d'hectares. C'est aussi un des enjeux des énergies renouvelables. Où prend-on ces hectares de photovoltaïque, d'éolien ? L'éolien marin, bon, là, a priori, c'est un débat d'usage entre les pêcheurs et l'éolien. Mais c'est compliqué aussi. Mais c'est aussi compliqué. Et donc, c'est aussi un des enjeux, c'est-à-dire quelle artificialisation derrière cette politique énergétique. C'est combien de temps de construire une centrale?
Si par exemple on lance un chantier là avant la fin de l'année, en combien de temps on a une centrale? Dans le temps où où on a eu le grand programme nucléaire, c'était de l'ordre de 10 ans, un peu moins. Oui, même. mais là on les faisait presque en série et c'est devenu ça beaucoup sera plus l'enjeu. compliqué parce qu'il y a des normes beaucoup plus complexes aussi qui entourent les constructions. Oui, mais il y a aussi un phénomène, je dirais, de série, c'est-à-dire que lorsque vous lancez plusieurs constructions, vous allez de plus en plus vite sur les constructions futures. Deux questions encore, une d'actualité. Je voudrais avoir votre avis sur l'ISF climatique. C'est une proposition de réinstaurer l'impôt de solidarité sur la fortune qui a été supprimé par Emmanuel Macron. D'Anne Hidalgo, elle, c'est simple, elle prend le produit, 4 milliards, et elle le flèche sur la transition écologique. Les Verts, c'est un peu plus sophistiqué. Si vous êtes riche et que vos placements financent des industries sales, même indirectement, eh ben, vous êtes taxé. Si vos placements financent des industries propres, eh bien, vous n'êtes pas taxé. Et c'est l'idée que plus on est riche, plus on pollue. Est-ce que c'est une idée intéressante? Moi, ce qui m'interpelle dans ces propositions, Anne Hidalgo comme Yannick Jadot, c'est un problème, un impôt. Enfin, moi, je préfère avoir un problème, une solution. Quand on travaille, nous, c'est un jeune, une solution. Ce n'est pas un problème, un impôt. L'impôt n'est pas la réponse, n'est pas l'alpha et l'oméga des politiques publiques. Et je trouve plus intéressant de faire en sorte d'orienter effectivement l'épargne des Français. C'est ce que nous faisons en travaillant sur la taxonomie. C'est ce que nous faisons en exigeant que dans les supports d'épargne, il y ait un minimum de placement pour la transition écologique. Ça, c'est intéressant. Là, on flèche l'épargne des Français vers la transformation énergétique. Mais l'impôt n'est pas l'alpha et l'oméga des politiques publiques. Encore un mot intéressant, parce qu'on a été quand même frappé par la réussite de Tesla. Il y a une voiture Tesla qui est la voiture la plus vendue en Europe en septembre 2021. Même pas la voiture électrique la plus vendue, la voiture tout court. 25 000 exemplaires. Devant la Zoé de Renault, tiens, porte-peau d'électrique. On se fait détrôner quand même. On n'a pas misé assez et assez tôt sur l'électrique, en particulier en France. Alors, on a misé assez tôt sur l'électrique, puisque Renault a longtemps été le premier fabricant de voitures électriques avec un modèle qui est la Zoé, qui a eu énormément de succès. Je crois que ce que dit Tesla, c'est autre chose. Ce que dit Tesla, c'est que nous sommes en train de transformer notre industrie avec les nouvelles technologies et qu'il faut revoir notre manière de produire. Et c'est très exactement l'enjeu du plan France 2030 porté par le président Macron. C'est l'enjeu d'accompagner des entreprises qui, aujourd'hui, n'ont pas pignon sur rue, mais ont des solutions de production qui sont capables de transformer leur secteur d'activité. C'est ce que nous faisons quand nous finançons notamment les pépites industrielles qui sont issues des recherches du CEA dans la région de Grenoble sur les semi-conducteurs. Mais il faut le faire de manière massive et dans le plan massif. Combien d'argent sur l'électrique, en un mot, parce qu'on arrive à la fin? Moi, je pense qu'il n'y a pas que l'électrique. Parce que vous savez combien les Allemands ont misé sur l'électrique? Il y a le biocarburant. Vous savez combien les Allemands ont misé sur l'électrique? Je sais que Volkswagen a misé sur l'électrique. L'État plus les constructeurs, 75 milliards. Combien, nous? Aujourd'hui, nous sommes sur... mais je rappelle que les parts de marché allemandes sont beaucoup plus élevées que les parts de marché françaises. Donc nous sommes en proportion de la part de marché des constructeurs français par rapport à l'ensemble du marché européen. On n'est pas en retard. Donc on représente à peu près 15%. On retrouve ça dans les projets de Gigafactory que l'on soutient, c'est-à-dire des projets de Gigafactory qui permettent... Parlez français, ça veut dire? Gigafactory de production de batteries électriques, des grandes usines de production de batteries électriques. Ces 3 projets que nous avons aujourd'hui permettent théoriquement de fournir l'ensemble des véhicules qui seraient produits en électrique en France si on ne perd pas de part de marché française. Donc vous voyez, on a un plan qui est parfaitement organisé pour maintenir notre empreinte industrielle dans l'automobile. Ça va être difficile, c'est une transformation absolument majeure. Et ça va être difficile en termes d'emploi et effectivement, il faut basculer d'une technologie à une autre. Et c'est pour ça que Tesla n'avait pas à faire. Et c'est pour ça qu'il faut redévelopper aussi. From scratch, comme on dit. Exactement. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut aussi redévelopper l'industrie dans d'autres secteurs, que la santé est prometteuse, que l'agroalimentaire est prometteuse. Et que vous avez annoncé 58 nouveaux projets de relocalisation. Soit 624 projets au total. C'est absolument massif. Merci. En termes de relocalisation. Merci beaucoup Agnès Pannier-Runacher. Bonne journée à vous. Dans un instant, le temps avec Guillaume.